Le point. Accepter un personnage comme Vercingétorix pour un acteur, c'est un rêve, c'est génial. Mais une fois sur le plateau, dès la première semaine de tournage, j'ai compris qu'on allait droit dans le mur, c'était la catastrophe. Dans ce cas-là, vous vous dites, bon, j'ai 4 mois de tournage, il va falloir y être à 1000% au lieu de 100%. De fait, je faisais plus office de producteur, psychologue, directeur de seconde équipe. Je ne décrochais jamais. Ce fut mon tournage le plus dur sur un plan psychologique et humain. C'est en ces termes bien amers qu'un jour de 2013, au Festival du film fantastique de Gérard Maire, Christophe Lambert m'a décrit l'expérience apocalyptique du tournage de l'un des plus grands fours d'une carrière qui n'en manque pourtant pas, Vercingétorix, la légende du druide roi de Jacques Dorfman. Bienvenue dans Ciné-Crash saison 3, épisode 2, consacré, comme vous l'avez compris, à Vercingétorix de Jacques Dorfman, l'un des plus grands désastres commerciaux et artistiques du cinéma français. Sorti en France le 24 janvier 2001, soit 7 mois après Gladiator, Vercingétorix fut malheureusement pour lui vendu par son distributeur M6 comme la réponse française au péplum de Ridley Scott. Star du film dans le rôle-titre, Christophe Lambert, lui, rêvait plutôt d'un Braveheart à la française, mais hélas, le résultat cataclysmique de Nullité rapproche davantage le film des pires nanars de l'histoire du cinéma. Une farce involontaire aux allures misérables et, alors avec entre autres à l'affiche, l'ex-rugbyman Vincent Moscato dans un rôle de guerrier gaulois baptisé Moscatos. Ça, c'est même pas un gag. Unanimement conspué, inévitable bide en salle, Vercingétorix brisa net la carrière du producteur-réalisateur Jacques Dorfman, un professionnel pourtant prestigieux du cinéma français, fils du légendaire producteur Robert Dorfman, et qui compte, Jacques Dorfman, donc sur son CV, comme producteur des œuvres telles que L'Armée des Ombres, Le Cercle Rouge ou encore La Guerre du Feu. Que s'est-il passé en coulisses ? Pourquoi cette production a-t-elle autant dérapé qu'Holiday on Ice, pour reprendre les propres mots de Christophe Lambert en interview ? 21 ans après sa sortie, Vercingétorix est-il toujours aussi effroyable et irregardable ? Vercingétorix, l'épopée d'un désastre made in France, c'est maintenant dans Ciné-Crash. Pour parler de Vercingétorix avec moi ce mois-ci, comme d'habitude, mes chers camarades, Yann Valentin et François-Xavier Taboni. Salut les gars. Hello. Salut partout Tatis. Ah oui, Yann dans l'ambiance tout de suite. Donc Yann Valentin, toujours journaliste pour le magazine Télé Loisirs, et François-Xavier Taboni, toujours journaliste pour le site Bande à part. Regardez, c'est le signe de la venue d'un roi. La venue d'un roi ? Nous n'avons plus droit en Gaule. Peut-être alors les Romains. Mais eux non plus, ils n'ont pas de roi. Les gars, comme le veut la tradition, un petit avis global et rapide sur le film dont nous allons parler douloureusement pendant 1 heure, Yann. Un monument. Vercingétorix. Un monument. Un ratage absolu. Un monument du ratage absolu. Yann, je te laisse le pitch. L'honneur du pitch. Voilà, l'honneur du pitch et de raconter aux gens quand même ce que raconte Vercingétorix de Jacques Dorfman, puisqu'il y a bien une histoire dans ce film. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un irréductible Gaulois moustachu résiste encore et toujours à l'envahisseur romain mené par Jules César. Son nom, c'est Vercingétorix, et ce film raconte son incroyable histoire. Bien, merci Yann. Je n'ai pas précisé en entrée de ce podcast évidemment que il a été réalisé avec l'aide de la documentation du Point et de Stella de Santis dans ce service, et l'aide également de David Mikanowski qui nous a fourni quelques billes intéressantes sur les coulisses du film. Et ce podcast est bien évidemment, comme d'habitude, réalisé par notre couteau suisse génial, démentiel, mais tellement timide qu'on entend rarement dans cette émission. Et pourtant, Dieu sait que sa parole porte dans le monde du podcast. Il s'agit bien évidemment de Quentin. Salut Quentin. Je ne suis qu'un pauvre barde. En fait, mes finances étant très éprouvées, cela m'arrangerait d'offrir mes services. Bien, alors, il existe déjà une abondante documentation sur la catastrophe Vercingétorix.
Quelques petites précisions historiques rapidement. Alors, toute précision historique autour du personnage de Vercingétorix sont à prendre avec précaution, puisqu'on dispose en réalité de peu de sources fiables sur l'existence et le destin de ce chef historique gaulois. Ce sont surtout les écrits de Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules qui ont décrit Vercingétorix de son vivant. Toutes les autres informations, si j'ai bien compris, au sujet du personnage, proviennent d'auteurs qui ont écrit bien après les faits et bien après la mort de Vercingétorix. Et donc Vercingétorix, c'est ce chef de guerre qui a réussi l'union des tribus gauloises contre Jules César, donc les Carnutes, les Éduins, les Arvernes. Et donc Vercingétorix a réuni toutes ces tribus rivales à l'occasion de la bataille de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ. Vercingétorix a fini par rendre les armes 3 mois plus tard, après la bataille d'Alésia, qu'il a perdue face aux troupes de César, et il serait mort en captivité dans les geôles romaines, dans des circonstances qui là aussi font toujours débat chez les historiens. Tout ça pour dire que le film de Jacques Dorfman, qui a pourtant été écrit avec le concours d'une historienne du CNRS, a aussi été critiqué, en dehors de ses immenses défauts cinématographiques, pour ses nombreuses approximations historiques, alors que ce soit dans l'image d'Épinal des fiers Gaulois qui combattent uniformément les horribles Romains, ou la conception des armures, des casques, des coiffures. On va pas s'attarder là-dessus dans le podcast de ce mois-ci. Je renvoie pour tout l'aspect historique de Vercingétorix à un podcast que j'ai repéré qui est très intéressant, qui s'appelle Histoire appliquée, et qui dans son émission du 13 juin 2020 est consacré à Vercingétorix, dont il démonte toutes les erreurs. Donc revenons au film en lui-même. François-Xavier Tabony, Vercingétorix, c'est un projet. Donc le film est sorti début 2001, mais c'est un projet qui remonte d'assez longue date, et c'est un projet qui était assez cher visiblement à Jacques Dorfman, son réalisateur-producteur. Oui, puisqu'il voulait déjà le tourner dans le courant des années 90, l'expliquait-il à Sofilm. Et en fait, il devait le tourner avec Guillaume Depardieu et Gérard Depardieu, qui aurait incarné donc le père de Vercingétorix. Et c'est à ce moment que Guillaume Depardieu, victime d'un accident de moto, ne pouvait plus participer à un film de cette ampleur. Jacques Dorfman, pour les non-cinéphiles qui ne connaissent pas forcément ce réalisateur, c'est quand même pas n'importe qui. Même si Vercingétorix est seulement son troisième long-métrage comme réalisateur, c'est quand même un producteur de renom, même presque de légende, on peut dire. Oui, puisqu'il avait commencé à travailler avec son père Robert Dorfman. Il a notamment produit, comme tu le disais au début, Jean-Pierre Melville. Il a aussi produit dans un registre très différent Maurice Pialat. Enfin, c'était vraiment un producteur incontournable du cinéma français. Il a produit donc La Guerre du Feu, qui est l'exemple même du film en costume, ouais, qui a fonctionné, qui a eu un grand succès populaire. Et c'était aussi un réalisateur à succès, puisque le Palanquin des larmes, son premier film, avait fait presque 1 million d'entrées à l'époque en salle. C'est sorti en 87 ou 88 88. Je l'ai pas vu ce film-là, tu l'as vu toi Yann? Ouais, c'est aussi mauvais au niveau de la mise en scène, c'est aussi rien que Vercingétorix. Ouais. Pourtant, il avait été accueilli plutôt favorablement par la critique. Plutôt positivement, de même que son deuxième film Agaguk avec Lou Diamond Phillips, qui est une épopée inuite. Ah ouais. Lou Diamond Phillips de La Bamba, dis donc. De La Bamba, oui. Un film encore à gros budget, encore une production... Agaguk. Oui, Agaguk, oui. Ouais. Une production très ambitieuse qui avait lui aussi plutôt bien fonctionné à l'époque. Donc, il y avait une certaine dynamique autour de Jacques Dorfman. Et puis, il y avait une envie, je pense, sincère de sa part de faire vraiment... de travailler au cinéma cette figure il voulait mythique française, quoi. Oui, la figure de Vercingétorix. Surtout qu'elle a été assez peu, à part un film qui, je crois, un film de 1909 produit par Pathé, il n'y avait jamais eu de film consacré à son sujet. Ouais. En fait, Vercingétorix, pour revenir un peu historiquement, Vercingétorix est né dans l'histoire de France sous Napoléon III. Avant, tout le monde avait complètement oublié ce chef de guerre gaulois qui s'était pris une branlée par Jules César. C'est un gros loser, en fait, Vercingétorix. Oui, c'est un méga loser. C'est 3 mois. Il a tenu tête 3 mois à Jules César. Donc en moins 52. Bon, c'était un peu le seul à avoir réussi à le faire. Oui. Mais voilà, donc en fait, c'est quasiment un objet de propagande à la fois impérial Napoléon III et pendant la guerre de 70 contre les Allemands. C'est à partir de ce moment-là que le mythe Vercingétorix est né et que c'est devenu une espèce de culte du premier français gaulois déjà qui a uni différents. Oui, voilà, et en plus déjà qui a constitué le socle de la nation. C'est quasiment le premier à avoir unifié la Gaule, alors que c'est absolument pas vrai. Hein. Il a unifié quelques clans gaulois parce qu'ils passaient tous leur temps à se foutre sur la gueule. Parce qu'en plus, pour revenir historiquement un tout petit peu, les Gaulois, ils s'appelaient pas Gaulois eux-mêmes. Les Gaulois, c'est le nom que donnaient les Romains
aux Celtes, en gros, qui habitaient au-delà des Alpes. Tu avais donc les Gaulois, et tu avais à la fois ce qu'il y avait en France, tu avais en Helvétie, en Suisse. Heureusement que j'ai dit qu'on parlerait pas trop et en Bretagne. Non, mais je veux dire, le terme Gaulois, c'est un terme qui est romain, qui n'est pas du tout. Les Gaulois s'appelaient pas eux-mêmes Gaulois, quoi. C'est juste un terme un peu générique qui est accepté maintenant. Et donc, c'est en travaillant avec l'historienne dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Anne de Lezéleuc, C'est ça. qui est née en 1927 et qui manifestement est toujours vivante, qui est une ancienne actrice, Si tu nous écoutes, Anne. qui a joué dans le Napoléon de Guitry, dans La Traversée de Paris d'Autant Lara, Alors là, bravo dans pour la Le recherche. Vampire de Düsseldorf, et dans son dernier film, c'est Un Condé d'Yves Boisset en 1970. Et donc après, elle est partie vivre avec son mari, ils avaient un théâtre, et en 1975, elle décide de reprendre ses études. Et donc, elle passe un DEA d'histoire de l'art et d'archéologie, et elle devient une spécialiste de l'histoire gallo-romaine. Étonnant comme parcours. Et je pense que c'est en la rencontrant que Jacques Dorfman a décidé de faire Vercingétorix, en découvrant que elle a dû lui expliquer que les Gaulois, c'était pas que des gros abrutis barbares chevelus qui hurlaient, il y a un vrai peuple avec une vraie culture et tout. Et en même temps, l'autre élément qui est quelque part hyper important dans la genèse de Vercingétorix, c'est l'amour du rugby de Jacques Dorfman, parce que il était très ami avec une légende du rugby des années 80 qui s'appelle Jean-Pierre Rive, et il faisait du rugby ensemble carrément. Il a joué un peu au rugby à Toulouse, Jacques Dorfman, et c'est en côtoyant un peu l'esprit rugby avec ces mecs-là qu'il a aussi eu envie de faire un film avec Jean-Pierre Rive. C'était vraiment un de ses meilleurs amis, et Jean-Pierre Rive qui est devenu un peu sculpteur, un peu acteur aussi. C'est un des premiers rugbyman ultra connu, qui est devenu sculpteur, acteur, qui sortit qui a changé d'univers, qui a changé d'univers. C'est quand même à l'arrivée l'une des pires idées du film, d'avoir introduit comme ça 3 figures du rugby français. Alors, ok, ça part d'une amitié avec Jean-Pierre Rive, mais après, j'ai cru comprendre qu'il s'était dit aussi qu'il y avait une sorte de logique à faire incarner des grands guerriers gaulois par des gros rugbyman. Qui représentait cet esprit gaulois. Voilà, il a retrouvé l'esprit gaulois dans la culture rugby, et donc c'est assez limité comme réflexion. C'est 2 autres rugbyman qui sont pourtant à leur époque étaient vraiment ultra connus. C'est Denis Charvet, qui était un mec qui a fait la première finale, qui a joué dans la première finale de la Coupe du Monde de rugby avec l'équipe de France, qui lui aussi rêvait de faire du cinéma, et qui a fait du cinéma en même temps que sa carrière de rugbyman, donc avec des films absolument dégueulasses. Il avait joué une espèce de comédie romantique. Il a joué aussi dans un film de Lelouch. Donc lui aussi, il avait des prétentions artistiques. Et Moscato aussi, qui jouait Vincent Moscato, qui était aussi rugbyman dans la même période. Ils ont tous joué dans l'équipe de France. Et lui aussi a fait du théâtre, est devenu acteur. En fait, c'est ces 3-là qui sont greffés dans le film. Et même Dorfman a réussi à promouvoir Denis Charvet comme producteur exécutif du film, quoi. Ouais, enfin, promouvoir. Est-ce que c'est il une a quand même promotion soutiré quelques sous. Quelques sesterces. Quelques sesterces. Je suis pas certain qu'il les ait récupérés. Nous voulons Vercingétorix comme chef. Sénateur, nous vous demandons d'élire Vercingétorix chef des Ardennes. Alors, en dehors de cet aspect un peu loufoque de la présence au générique de 3 figures du rugby français, en dehors de ça, il y avait de quoi quand même, en effet, accueillir avec plus ou moins de bienveillance un projet Vercingétorix, puisque le script était co-signé par Dorfman et un certain Rospo Pallenberg, que les cinéphiles connaissent bien. Et oui, c'était le scénariste attitré pendant un moment de John Boorman. Il a notamment écrit Excalibur pour lui. On a même dit qu'il avait travaillé à certaines scènes, à la réalisation carrément de certaines scènes de l'exorciste, l'exorciste de... Africaine. Non, de Boorman, justement, oui, l'hérétique. Il avait aidé à la production du film aussi, donc c'est une figure respectée. Puis il y a aussi Norman Spinrad, le célèbre écrivain de science-fiction, qui est aussi co-crédité au générique. Moi, je pense qu'on sent un peu l'influence de Rospo Pallenberg dans le côté justement druidique, mystique, même dès les premiers plans du film que Yann adore, avec le plan sur le soleil, cette ambiance très vibe Excalibur. Oui, voilà, mal digérée, mais je pense que ce sont les traces de Rospo Pallenberg dans le scénario du film. Et un peu Norman Spinrad aussi, quoi, qui est quand même un grand auteur de science-fiction. SF, oui. Norman Spinrad, il s'est barré après la 13e version du scénario, dont il était très très fier, qui a été elle-même remaniée, et il en a fait un livre
qui s'appelle The Druid King, sorti en 2003, qui n'a jamais été traduit en français. Excellent. Et donc voilà, déjà tu sens qu'il y a un truc qui va pas dans le film tout de suite. Tu veux y croire quand même, parce que aussi au générique, il y a quand même, alors à côté des rugbyman, mais dans les rôles principaux, tu as quand même Klaus Maria Brandauer dans le rôle de Jules César, Max von Sydow dans le rôle du druide, j'ai oublié son nom. Gutuar. Voilà, Gutuar. L'archidruide, oui, attention. Gutuar. Et puis bon, Inès Sastre, ça mange pas de pain, dans le rôle du grand amour de Vercingétorix, et là aussi. Grand amour belge apparemment, normalement avec dans l'histoire. Avec un très très fort accent espagnol dans le film. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu étais déjà, tu es encore, et tu seras toujours. Le chef des grands guerriers. On le disait tout à l'heure, François-Xavier, Vercingétorix est un projet de longue date pour Jacques Dorfman, qui a tenté de monter le projet pendant 10 ans avant que les caméras ne tournent en Bulgarie. Le film devait être coproduit par TF1. Enfin, je crois que l'article de un article récent du magazine SoFilm donne des détails assez intéressants sur les coulisses de la production du film avant que les caméras ne tournent. Oui, c'est d'ailleurs le TF1 international est resté au générique du film, donc ils ont dû quand même participer à la production à un moment, et ils auraient été effrayés par l'arrivée de la productrice Vera Belmont, qui était une proche collaboratrice de Robert Dorfman, donc le père de Jacques, qui est arrivé sur cette production, et disons que son côté cinéma d'auteur aurait effrayé TF1, qui se serait désengagé du film, et faisant intervenir à ce moment-là M6 dans la production. Alors, une des caractéristiques de Vercingétorix, c'est que ce n'est pas une production 100% française, c'est une coproduction internationale. Il y a là-dedans des capitaux canadiens et belges. Le film ne sera pas tourné en France, pour des raisons évidemment principalement budgétaires et économiques, puisque la main-d'œuvre des figurants notamment est infiniment moins chère en Bulgarie qu'en France. Et c'est peut-être aussi pour ce caractère international de la production de Vercingétorix que, après le dédit de Guillaume Depardieu, Jacques Dorfman s'est tourné vers Christophe Lambert. Peut-être que les producteurs canadiens se disaient que sa figure internationale... Et puis surtout pour un film qui devait être tourné en français et en anglais, puis voilà, c'était l'idée de vendre le film aussi au-delà des frontières françaises. Et donc le choix de Christophe Lambert, déjà bien trop âgé pour le rôle... contrairement à Guillaume Depardieu. Ouais, puis Christophe Lambert, ça restait quand même, même si les années 90, c'est vraiment le début d'une descente aux enfers cinématographiques entre Beowulf et Highlander 4 qui était fait avant. Mais il y avait quand même une espèce de cote assez improbable. Encore, oui. À cette époque-là, ouais. À la fin des années 90, cramé définitivement avec ça, même s'il est revenu. Il a toujours continué de tourner, ce mec-là. Toujours une espèce de cote de sympathie, de popularité assez forte, malgré... les abominations dans lesquelles il a pu tourner. Et voilà, quelque part, il y avait une certaine logique quand tu regardes, si c'est plus Guillaume Depardieu, à cette époque-là, l'acteur français un peu connu internationalement, il n'y a que lui, quoi. Dans la boucle de la production, c'est important de noter également la présence de Patrick Sandrin, qui est cité pas mal dans l'article de SoFilm. Patrick Sandrin, qui est un producteur français, mais qui est basé en Bulgarie. Oui, et qui proposait des solutions en fait de tournage pour le cinéma français, mais aussi beaucoup pour la télévision française. En Bulgarie, justement, parce que on pouvait trouver beaucoup de décors qui rappelaient la France, évidemment à moindre coût. Et aussi, il y avait une des astuces de Patrick, c'était de faire venir des... Tu l'appelles Patrick, toi. Je l'appelle Patrick parce que c'est un ami. Qui nous écoute, Patoche. De faire venir des militaires pour la figuration qui coûtait quasiment rien, en fait. Ils faisaient de la figuration, on leur disait, vous allez tourner dans un film. Donc, pour un film en costume avec des armées pléthoriques, c'était bien d'avoir du monde. Oui, parce que le service militaire était encore, est encore en cours en Bulgarie à ce moment-là, alors que c'est fini en France. Voilà, ça permettait d'avoir des appelés à moindre coût. Et étrangement, ça ne se voit pas beaucoup dans la figuration du film, je trouve. Ouais, et d'ailleurs, visuellement, ça, on reviendra dessus aussi tout à l'heure, le film est quand même très très pauvre, alors qu'il bénéficie d'un budget. Alors, les chiffres sur le budget de Vercingétorix, ils varient selon les sources. Vincent Moscato, dans un de ses podcasts sur RMC, a avancé la somme de 80 millions de francs de l'époque. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce que j'avais entendu aussi. C'est moi, il y a un chiffre. Sauf que lui dit, sur place, on n'a pas vu vraiment l'ombre de la queue de quoi que ce soit, quoi. Oui, après, c'est aussi un des gros problèmes du film, c'est que tu te demandes tout le temps où est la thune, quoi. Mais oui, non, mais c'est tout le monde arrive
arrive sur le budget de 15 millions d'euros, qui déjà, même pour l'époque, est quand même assez considérable. Et le tournage, il commence à l'été 99 et il commence par un drame. Il commence par la mort du père de Jacques Dorfman. Et c'est à partir de là que le tournage part en vrille tout de suite, parce qu'il se remet absolument pas de la mort de son père en plein début du tournage. Tu fais bien de mentionner, Yann, le drame personnel que vit Jacques Dorfman au moment où il commence le tournage de Vercingétorix. Alors moi, j'ai noté comme date, ça c'est une info que j'ai lue dans un article de Première, le tournage a eu lieu entre le 16 août et le 30 octobre 1999. Et donc, en effet, ça commence très très mal pour Jacques Dorfman. On va y revenir là-dessus, sur cet alcoolisme. Bon, c'est une info qui est notoire maintenant, qui a été dite et redite, notamment par Christophe Lambert dans ses interviews au sujet du film. Mais c'est pas les seuls problèmes de logistique et d'organisation que rencontre le film. Là encore, l'article de ce film donne quelques infos là-dessus. Le tournage dans la région de Sofia a été calamiteux à plus d'un titre. Oui, il y a eu chaotique. Il y a eu des problèmes avec les autorités bulgares qui voulaient rentrer en production, qui apparemment vexés ont fait bloquer une partie des camions, stoppant net le tournage à certains moments. Et puis, je pense que la figuration bulgare, et ça se voit souvent à l'écran, n'a pas l'air très concernée par ce qui se passe, ou n'a pas l'air de comprendre tout ce qui se passe. Ça fait partie des problèmes du film. Et puis les choix de costumes. Jacques Dorfman se le reproche lui-même dans ce papier de ce film. Il dit qu'il a voulu trop en faire sur le film, c'est-à-dire qu'il était réalisateur, producteur, co-scénariste, et il a dû faire des choix lui-même un peu en débit du bon sens. Il avoue à demi-mot quand même qu'il s'est peut-être un peu trompé sur les costumes, sur certaines choses. Et pour moi, les costumes, si on devait faire une gradation dans l'horreur du film, les plaids que portent les Gaulois, les plaids que portent les Gaulois, c'est absolument atroce. Les casques à cornes et les casques avec des plumes et tout, avec des ailes, tout ça n'a jamais existé. Ouais. On y reviendra tout à l'heure quand on parle du film en lui-même. Mais pour moi, le vrai gros problème du tournage du film et du film en général, c'est l'idée complètement saugrenue et qui manifestement est arrivée vraiment à 2 semaines avant le début du tournage, ou en tout cas annoncé aux acteurs, de tourner en français et en anglais. Donc en gros, ça divise tout en deux. Ils ont été prévenus au dernier moment. Au tout dernier moment. Et en fait, ce que disait Stéphane Ivanov, le directeur de la photo, tu multipliais tout le temps par 2, quoi. Donc le temps de préparation. D'où des retards énormes. Oui, donc ils faisaient 24 heures de suite de tournage. Résultat, plein d'accidents évités, de cascadeurs qui se pètent la gueule, des chevaux hyper mal soignés. Enfin bon, c'était. C'est ça, c'est Yanis Baraban qui joue le rôle de Litavix dans le film, qui raconte dans ce film justement cette anecdote sur une plaie ouverte qu'il a découvert sur un moment sur un cheval qu'on a tenté de cacher avec la selle du cheval, quoi. Et puis pareil, c'est des trucs ahurissants. Moscato aussi qui raconte comme l'alcool coulait vraiment à flot, mais vraiment pour tout le monde, et qu'il faisait que des conneries et tout, et donc à un moment il lance une lance ou un projectile en plein milieu d'une scène, ça blesse personne heureusement. À un moment il essaye de faire des cascades, il décide de faire des cascades lui-même, et à chaque fois il doit tomber de cheval sur des caisses en carton, il n'y arrive jamais. Enfin bon, il y a une espèce d'amateurisme absolument sidérant, et au milieu quand même de tout ça, t'as quand même 2 énormes acteurs de l'époque qui sont Klaus Maria Brandauer et Max von Sydow, qui ont dû, mais dans la tête des mecs, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, Max von Sydow a l'air régulièrement désabusé dans le film. Bon, il a collectionné les navires, il a une filmographie fabuleuse, mais... Pour revenir à l'alcoolisme sur le tournage de Jacques Dorfman, donc qui se réfugie vraiment dans l'alcool, parce qu'il est, on peut évidemment le comprendre, ravagé par la mort de son père. Christophe Lambert, donc j'ai dit tout à l'heure, s'est assez longuement confié sur ce gros problème du tournage. Je cite un de ses souvenirs parmi d'autres. Quand le réalisateur arrive déjà bien attaqué à 8h du matin et qu'à 15h, il est écroulé sous comme une vache au milieu des figurants et qu'il hurle « Fin de tournage !» ça devient ingérable. Ça, c'est la version que j'imagine juste, d'ailleurs, de Christophe Lambert, mais il semblerait quand même que Lambert, lui aussi, n'était pas tout le temps sobre sur ce tournage. C'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Moscato lui-même, alias Moscatos dans le film, je m'en remettrai jamais ça. Lui non plus, je pense. Vincent Moscato qui en janvier 2015
dans son podcast Le Super Moscato Show sur RMC, revenait justement sur les innombrables problèmes du tournage de Vercingétorix. Et donc sa version à Moscato, elle est quand même un petit peu différente de Lambert. Dans l'extrait qu'on va écouter, Vincent Moscato évoque d'abord, dans un premier temps, les projections de presse apocalyptiques de Vercingétorix, puis vers la fin de l'extrait, écoutez bien, parce que c'est pas évident, il y a 3 voix qui s'expriment sur ce podcast, Moscato confie son souvenir de Christophe Lambert sur le tournage. Comme Denis avait un peu investi dans le film, il était en coproduction, tout ça, je l'ai vu quand même aux avant-premières, on a fait plein d'avant-premières, Denis montait, les mecs dormaient dans la salle, tout ça, les mecs pleuraient de rire. Et vous êtes pas fait huer? Ah mais huer. Et Denis était obligé de monter sur scène, et une fois j'étais derrière, une fois même le metteur en scène s'était barré, il n'était pas venu. Je te le jure, il n'était pas venu. Oh, les mecs bien sûr, noir, après bon, ça se rallume, pas un applaudissement, que dalle, les mecs avaient honte, mais je te jure pas un applaudissement. Et là, Denis est obligé de dire, mais oui, on a vécu une aventure formidable, c'était quelque chose d'incroyable, on a essayé de coller vraiment à l'histoire même de Vercingétorix. C'était le pauvre Lambert qui jouait, mon pauvre, il était violé, il fallait un escabeau pour qu'il monte sur le cheval, il me prenait 1,5 litre de vodka par jour, il était bourré, à un moment donné, il le tenait, je te jure qu'à un moment donné, il le montait à la courte échelle sur le poney, parce qu'il avait choisi un petit cheval, sur un poney, et à un moment donné, ils l'ont laissé. Le mec, il a dit, il a allumé une clope, tu sais. Il a lâché la main, il est tombé sur le côté. Il a allumé une clope. C'était un truc de fou. Rappelle-toi, Denis. En effet, mieux vaut en rire, mais je suppose que ça n'a pas été facile pour tout le monde pendant ce tournage. Je précise, quand Moscato dit Lambert était violet, il parle de la couleur violet. Et il y en a qui devait bien rire jaune, c'est Denis Charvet, qui était coproducteur et qui a mis de la thune dedans. Et tu sens dans tout le truc là qu'il rigole, mais lui, il rigole pas trop. C'est terrible pour lui, quoi, parce qu'il a dû défendre le film en plus derrière. En effet, ça a flingué sa tentative. Lui, il était fan de cinéma quand il était jeune et toute sa carrière, c'est un naufrage absolu. Le mec, il joue comme une patate. Ah ça, oui, il joue comme une patate, ça c'est terrible. Bref, il y aurait encore une belle enquête à faire, je pense, sur les coulisses de la production de Vercingétorix. Je pense que le papier excellent de ce film n'a certainement pas épuisé le sujet, notamment sur la gestion du budget du film, où on n'a pas vu, on sait pas trop ce qui est devenu une partie de l'argent. Dans les saunas de Sofia, dont parle Moscato dans son podcast, ces fameux saunas qu'il fréquentait avec Denis Charvet. Et sauna qui s'est fait, donc dit-il, dynamiter une semaine après leur départ. Ils auraient pu crever sur place. Puis il racontait, en fait, c'est le truc qui est très très drôle, c'est qu'il est parti là-bas 4 semaines de tournage, et quand il a le film, tu le vois 2 minutes, et il disait, c'est sa femme qui expliquait, mais qu'est-ce que t'as foutu là-bas et tout. Il a beaucoup picolé, il a vu des jolis Bulgares, parce que manifestement, tout le tournage, il y avait de l'alcool partout et des filles partout. On en voit certaines d'ailleurs dans le film. Bref, dans le premier du mois de décembre 1999, un article est consacré au tournage de Vercingétorix, et l'article évoque une sortie prévue pour le film en mars-avril 2000, juste avant Cannes. Donc le film aurait dû sortir d'ailleurs avant Gladiator, qui est sorti en France en juin 2000. Et donc la sortie de Vercingétorix a été repoussée jusqu'au 20 janvier 2001. Donc est-ce que c'est uniquement pour des raisons de post-production, sur des effets spéciaux, ou est-ce qu'il a fallu remonter le film dans tous les sens ? Je pencherais plutôt pour la deuxième option. En tout cas, lorsque le film sort en salle le 20 janvier, donc 2001, là évidemment c'est la curée. Quelques extraits dans la presse, très rapidement. Le Monde parle d'une, je cite, « interprétation désastreuse, des dialogues anachroniques, une mise en scène ratée des combats », comme la reconstitution de la bataille d'Alésia vue à travers les yeux d'un Christophe Lambert hagard, une production que n'aurait pas désavoué le Mel Brooks de La folle histoire du monde. Et d'ailleurs, le confrère du Monde, il me semble que c'est Samuel Blumenfeld, ricane du spectacle d'une armée de Gaulois coiffés d'une choucroute. Et l'article d'ailleurs du Monde s'intitulait « Vercingétorix et l'énigme des coiffeurs bulgares ». Les Échos, lui, va taxer Vercingétorix de superproduction navrante d'emphase et de clichés qui transforment nos ancêtres les Gaulois en guignols. La Croix, c'est Vercingétorix qu'on assassine. Notre cinéma manquait d'un vrai péplum. C'est chose faite avec cette grande fresque médiocre de Jacques Dorfman. Les Inrocks parlent d'une série Z hypertrophiée. Et Libération, alors par la plume de Baptiste Liger, est quasiment indulgent avec le film.
Libération reconnaît que le film est certes incontestablement nul, mais le journaliste aime avoir le film comme une bizarrerie nostalgique plutôt rare, parce que ça lui rappelle justement l'époque des péplums bis européens des années 50-60 à bien des aspects. Libé rappelle aussi, et ça je trouve pas ça inintéressant, que Vercingétorix s'inscrit comme ça dans un courant assez à la mode, c'est vrai, dans les années 90, de ces bio-romancés de héros nationalistes. Et mon confrère de citer des films comme Braveheart, Jeanne d'Arc ou The Patriot avec Mel Gibson. Moi, il y a une critique que j'adore, c'est une critique américaine d'un mec qui s'appelle Chris Perry sur le site efilmcritique.com. Et oui, parce que le film est sorti sous le titre Druids. Le 11 décembre 2001 en DTV aux États-Unis. Et ce mec là. En DTV, bien sûr. C'est comme si Ed Wood tentait de faire un remake de Braveheart en Bulgarie. Ouais, je trouve que ça résume absolument. En fait, la Bulgarie, c'était quand même une espèce d'Eldorado des très très mauvais films américains. Et en fait, moi, quand je vois le film, je me dis, mais à un moment, il y a Steven Seagal qui va arriver et qui va péter la gueule ou à des Romains ou à des Gaulois. Oui, c'est presque décevant de pas le voir, en fait. Et en fait, tu dis, ouais, parce qu'il devait tourner dans les trucs d'à côté, parce que Steven Seagal, c'était un peu le grand spécialiste des TV bulgares à cette époque-là, quoi. Moi, j'imaginais plutôt Christian Clavier. Il y a plusieurs fois, au détour de certains plans, je me suis dit, mais Christian Clavier est là. On pense aux visiteurs aussi, je trouve. Le druide traite du début, c'est Jacouille la fripouille. Oui, c'est ça. Il y a vraiment ce côté-là. Les gars, on va y revenir dans quelques secondes quand on va détailler l'analyse du film. Donc, accueil critique absolument dégueulasse. Les entrées du film. Alors, les entrées, elles sont étonnantes. Parce que moi, quand on prépare l'émission, je me disais, le truc, il a dû faire 30 000 entrées. Non, il en a fait 350 000 pour 300 copies. Je pense quand même qu'ils en attendaient beaucoup plus. Oui, je pense qu'ils en attendaient beaucoup plus, mais c'est quand même, moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins. Mais en fait, manifestement, le film a vraiment décollé, a très très bien commencé. Et le bouche à oreille, c'était Alésia, quoi. C'était un carnage. Je sais pas trop si à l'arrivée, le film s'est rentabilisé ou pas. Alors, je ne pense pas. Vu l'importance parce qu'il a eu du des budget. exploitations à l'étranger, donc tu vois, donc les rentrées sur différentes Il aurait fenêtres, fallu que les ventes vidéo soient bonnes à l'étranger, mais j'ai du mal à y croire. Et juste pour finir, il a gagné des prix au Bidet d'Or 2001, qui sont les ancêtres des Gérard. Et il a eu donc le prix du pire film, du pire acteur pour Christophe Lambert et du pire réalisateur pour Jacques Dorfman. Une consécration. Voilà, quelque part. Les Bidet d'Or qui ont disparu en 2007 avant d'être l'idée repris pour les Gérard maintenant. Quoi. Bon, alors le film en lui-même, qu'on a revu, alors enfin moi que j'ai vu pour la première fois, j'avais jamais vu Vercingétorix. D'abord, au-delà de tous les défauts cataclysmiques qu'on va détailler, quelles sont les intentions de ce film en fait quand on le voit à l'arrivée, en dehors du destin de Vercingétorix? Est-ce que d'après vous, d'après toi Yann, il y a un thème dans ce film? C'est la grande énigme du film en fait, c'est que tu sais pas. Parce que ça commence vraiment, le générique d'ouverture est quand même un espèce de monument de sidération. Tu es dans l'espace et tu vois une comète. Ah, c'est Armageddon. Et tu passes le soleil, et puis voilà, et puis t'as Vercingétorix qui arrive dans une 3D ignoble, même pour l'époque, qui s'efface, espèce d'effet absolument atroce avec des pixels absolument monstrueux, et après t'as des druides qui voient passer la comète, qui jouent tous comme des patates, espèce de Stonehenge en Auvergne et tout. Archidruide Gutuart. Les armes font à loi dans toute la Gaule. La roue du destin menace de nous écraser sous elle. Nous sommes à l'agonie. Que devons-nous faire? Chaque peuple, chaque tribu a besoin d'une légende. Chaque bataille a besoin d'un héros. Et donc ça commence dans un truc complètement délirant avec l'idée du druide roi. Déjà, historiquement, des druides rois, ça n'a jamais existé. Donc déjà, l'idée il a bien bossé son histoire. D'historicité du film, elle se fait massacrer, mais déjà dans les 5 premières minutes. Et donc, et après, le truc, c'est de la sidération permanente parce que le truc est tellement mal joué. Les scènes sont tellement surréalistes tout de suite. Et surtout quand tu le vois en version française, encore une fois. Je sais pas ce que ça vaut en version J'ai vu quelques anglaise. extraits de Moscato qui essaye de dire, vu qu'il y a une ligne de dialogue, nous voulons Vercingétorix comme chef, manifestement en français, c'était déjà compliqué. Il devait la dire en anglais et c'était aussi des gros moments de barre de rire où il expliquait qu'il n'arrivait pas à le faire et tout. Mais non, mais c'est sidérant. Et déjà, t'es dans une espèce de zèderie, un vrai nanar. C'est ce qu'on appelle un vrai nanar parce que c'est pas du tout volontaire, c'est un humour. Le père de Vercingétorix, qui a vraiment existé, qui a vraiment été le premier à vouloir unifier les tribus, qui s'est fait trahir, machin. Il meurt, qui a été vraiment exécuté. Et en brûlé vif, mais il meurt 2 fois dans le film, quoi. La première fois, il se fait tirer dans le dos par une flèche, et tu vois agoniser, et après, il est tout seul, bien dans sa cage avant de cramer. Enfin, tu vois, il aurait fallu qu'on invite le monteur de Vercingétorix. Le monteur, il a dû mourir en faisant le truc.
des en disant anecdotes mais il a dû passionnantes. s'arracher ce qui lui restait de cheveux. C'est sidérant, c'est de la sidération permanente ce Bon, film. on va lister les problèmes, pas tous, sinon il nous faudrait 3 ciné-crash, mais dans les problèmes principaux, donc il y a ce problème qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le tournage en 2 langues, et cette version française, cette post-synchronisation, c'est vraiment une calamité qui n'est pas aidée par des dialogues qui sont eux-mêmes calamiteux. Pour illustrer cette catastrophe non-stop des dialogues, j'ai sélectionné un petit extrait, j'aurais pu en sélectionner tellement d'autres. Une scène entre Christophe Lambert, Vercingétorix, et le druide Gutuart, campé par Max von Sydow, juste avant que les deux personnages ne croisent la route de Jules César, qu'on voit apparaître pour la première fois dans le film. C'est juste incroyable. Ici, nos chemins vont se séparer. Regarde. Et voilà, allez, botte-moi le cul. Quoi? Ils ont dû voir ma robe de druide. Allez, fais ce que je te dis. Je ne suis qu'un vagabond, vas-y, botte-moi le cul et chasse-moi dans le bois. Allez, vite. Allez! Fils de camp, allez! Voilà, c'est le druide qui demande à Vercingétorix de lui botter le cul parce qu'ils viennent d'apercevoir César et il a peur que César le reconnaisse. Oui, parce qu'il le cherche en fait. Il cherche voilà, l'archidruide qui essaye, lui, qui est contre la technologie romaine en fait. C'est ça aussi un des grands archétypes du film. C'est parce qu'ils sont sur une route construite par les Romains et t'as le druide qui défigure la nature. Ça défigure, ce qui est historiquement complètement faux aussi. Et parce qu'il y avait déjà, les Romains étaient déjà vraiment hyper liés avec les Gaulois. Mais bien sûr, il n'y avait pas du tout cet antagonisme. Oui, c'est n'importe quoi. Il y a un côté, ouais, c'est ça. Il y a un côté, les Romains c'est les nazis et les Français, les Gaulois c'est les Français résistants. Enfin, qui est absolument fabuleux. D'ailleurs, son il a côté voulu gaulliste. Dorfman a voulu faire de Vercingétorix une sorte de Gaulle, proto de Gaulle. Et moi, j'ai d'autres. Enfin, ça, c'est une scène fabuleusement débile. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'on est dans de la philosophie de supermarché, mais à une échelle cosmique, parce que c'est rempli de dialogues où tu ne comprends absolument rien. Un sort de slash Van Damme. À ce qu'ils disent, et je pense que même toi, tu comprends pas ce qu'ils disent, et je pense que les acteurs ne comprenaient pas absolument un seul trait de mot. Qu'est-ce que t'as repéré, Yann? Tu nous as fait une petite sélection rapide. Moi, celle que j'aime bien, c'est il y a un dialogue entre justement Gutuart et Vercingétorix qui est absolument fabuleux. Donc le druide qui dit: le bien n'engendre pas la force, le mal non plus. Mais le mal appartient à ce monde des conflits humains où on est tous prisonniers. C'est là le véritable piège. Réponse de Vercingétorix: tes propos incompréhensibles ne m'aident pas. Authentique, c'est fabuleux. Il y en a un autre aussi, c'est de Jules César, c'est: l'éclat de ma victoire fait encore plus peser les invisibles défaites de mon passé. C'est beau. Extraordinaire. C'est ça tout le temps. Ouais, c'est ça tout le temps. Alors, il y a aussi évidemment le désormais célèbre Gaulois, qu'on entend à 2 reprises dans le film. Je crois que Christophe Lambert le sort. Et puis, il y a aussi, un peu plus tard dans le film, le personnage incarné par Yanis Baraban. Gaulois! Battons-nous pour devenir et rester un peuple libre et uni! Chassons ensemble les Romains en dehors de Gaule! Ils sont nos ennemis! Et ceux qui les servent, des traîtres! Au sujet de cette réplique complètement inoubliable, donc de Gaulois, Christophe Lambert raconte cette anecdote au site Écran Large en 2013. Donc je cite Christophe Lambert: j'ai dit à Jacques Dorfman: Jacques, je ne pense pas que c'est bien de dire Gaulois comme De Gaulle disait français. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à un mec qui te dit: mais tu crois que ça vient d'où le français? Ça vient de Gaulois, qui est une réalité historique. Simplement, si les gens ne le savent pas, et c'est ce que je lui disais, ils vont d'abord penser à De Gaulle et vont rire en se disant que nous sommes des fous. Donc bon voilà, d'après Dorfman, c'était une réalité historique. Christophe Lambert, moi pour le coup, alors Lambert, si on en parlait tout à l'heure sur les anecdotes qu'il peut balancer sur le film et l'importance qu'il se donne dans ce naufrage, j'ai plutôt tendance à... Tout le monde disait, et le Dorfman le premier, qui était vraiment un vrai fan de Gaulle, c'est vraiment un clin d'œil qu'il a voulu faire à De Gaulle, et l'idée de... C'est ce que disait Vercingétorix, c'est complètement... moi je trouve que c'est complètement faux, c'est vraiment encore Lambert qui raconte un peu des cracks. Mais ce qui est... En fait, il y a un côté fantastique. Tu penses vachement à Highlander aussi, un peu au début, un peu à Star Wars aussi. Conan le Barbare aussi, avec les scènes d'initiation avec la druidesse. Qui sont alors. On en parle de cette actrice-là. Ouais, c'est une actrice bulgare. J'ai regardé un peu qui continue à tourner que de la télé et tout. C'est pas la plus mauvaise à l'écran d'ailleurs. Mais c'est Maria Kavarjikova. C'est le personnage de la druide Ria. C'est tellement de l'impro pur en fait. Tu comprends que ils ont tout essayé de sauver au montage après le film, parce que tu vois, t'as des ralentis complètement artificiels, on est des ralentis de match de foot, t'as des accélérés dans la scène de duel entre lui justement et la druidesse guerrière.
les scènes d'accéléré, de ralenti sont Et ignobles. des ralentis immondes, hein, Ah oui, oui. visuellement. C'est même pas des beaux ralentis. Ah non, hein, non, c'est pas ralentis saccadés. pensé comme un ralenti. Donc c'est filmé normalement et c'est ralenti en post-prod, donc ça donne des ralentis comme des ralentis de match de foot quoi de l'époque. Il y a aussi beaucoup de faux raccords dès le début du film, des raccords dans l'axe qui donnent l'impression que on assiste presque à un bout à bout. En fait, qu'ils ont utilisé toutes les séquences qui étaient à leur disposition. Alors là, tout à fait. Alors, là, juste vous anticipez sur la mise en scène que je compte aborder également. Je voulais juste faire une dernière pichenette sur les dialogues avec celui-là, moi, qui me paraît complètement dingue. Réplique de Christophe Lambert, qui est en plein débat avec ses camarades gaulois sur les stratégies à mener face à César. Si vous avez compris cette phrase, écrivez à Cinécrash. On vous enverra comme cadeau Le DVD de Vercingétorix. Exactement. Et un week-end sur la côte normande avec Yann Valentin. Je brûlerai Gergovie, ma propre ville, s'il le fallait. Alors défends la ville avec nous. L'assiégé ne peut gagner. À cause de notre stupidité, César arracherait la victoire des mâchoires de la défaite dans lesquelles je le tiens. César arracherait les mâchoires de la défaite, de la victoire. Bon, bref, dès comme ça, il y en a vraiment un bon quintal dans tout le film. Et puis cette post-synchronisation qui moi, me fait souvent aussi penser à du Mosinor involontaire. Bah tu penses à plein de comédies en fait. Oui. Quand tu vois la bataille de Gergovie, moi quand je l'ai vu, j'ai vu le Monty Python Sacré Graal avec le lancer Fait chier de la poule. vache. Ouais. Ah, Ouais. le siège de Gergovie avec le Ouais, lancer ouais. des poules, oui, en Et effet. par dessus. C'est après- sacré Graal. Et les meufs qui sont topless. Mais là, Alors, on est dans la poésie totale. hein. c'est plus ou moins authentique. La C'est ce nudité c'est des ce que Gaulois. Dorfman a dit. Apparemment. Sauf que quand tu vois le film, moi ça m'a fait penser à un autre film, une comédie française, une des premières adaptations non officielles d'Astérix, un film qui s'appelle Les Gauloises blondes, qui est connu pour son lâcher de Gauloises nues qui attaquent une armée Mon romaine Dieu. dirigée par Gérard Hernandez en centurion cunilingus qui attaque Lutèce, un film absolument fabuleux de 1988. T'as vraiment bien bossé cette émission. Ce film est un monument et en fait quand ça m'a fait tout de suite penser à ça. En fait c'est Et- ça, tu penses tu penses à Mel Brooks, À des parodies. tu penses à Monty Python, Aux alors que le mec il veut faire Brevard quoi. Certaines scènes d'Astérix aussi. Aussi, certains oui. Astérix. Et il y a une youtubeuse, pareil, qui se pose la question, elle, ouvertement, de savoir s'ils n'ont pas récupéré les costumes de Romain, rouge et clinquant d'Astérix, qui a été tourné un peu avant, pour faire ce film-là. Et quelque part, c'est pas impossible non plus, quoi. En fait, ce ne sont pas tant les inexactitudes historiques et toutes les choses nawak sur le plan factuel qui sont gênantes. C'est même pas la question de savoir si le spectacle auquel on assiste est fidèle à l'histoire ou pas, mais c'est vraiment un problème de mise en scène, quoi. La mise en scène est totalement aux fraises dans ce film. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas un mouvement de caméra et il n'y a pas un effet de montage qui t'immerge dans l'histoire. Et on est tout le temps à distance parce que tout est plat, tout est désespérément plat. Et il y a des plans de comique involontaires à l'appel, hein, comme tu disais, sur ces... Les faux raccords. Les faux raccords, les figurants, qu'il y a des plans des fois sur les figurants qui ont l'air complètement... On Frank-scène, quoi. Oui, on se demande s'ils sont en train de regarder ce qui se passe en contre-champ. Puis il y a une utilisation très, très plate du cinémascope. Enfin, les acteurs marchent mollement au Pourquoi milieu. il a utilisé Oui. le cinémascope, hein, Quel vraiment, est sinon on l'intérêt fait de jamais l'écran de l'écran large? Enfin, c'est... T'as deux money shots où tu vois les armées romaines en images de synthèse arriver, alors t'as l'impression qu'il essaie de refaire Spartacus, mais c'est tout pourri. Oui, ça, il y a quelques plans larges, mais c'est quand même très très rare dans le film et c'est très moche. Et les plans qui reviennent aussi à partir dans la bataille finale, quand les jets de lance et les jets de flèches qui sont intercalés, qui sont les mêmes en fait, qui sont dupliqués. Ça, il faut le voir. hein. Oui, oui, Il y a un travelling dans la scène finale où tu vois les Romains, en fait, et ces 20 pauvres figurants bulgares qui courent avec la caméra qui est à côté, qui les filme. Et au bout d'un moment, t'as un des mecs qui court, qui en a marre, qui s'arrête. Et t'as la caméra et tu le vois repartir, tu vois les mecs en ont marre et tout. Ça, c'est en permanence. En fait, c'est pour ça que je suis complètement raccord avec le mec qui compare ça à du Ed Wood. T'as des plans dans le film qui sont des erreurs. T'as une scène où t'as Brutus qui essaye de planter un couteau dans un pilier. Il n'y arrive pas, il le fait plusieurs fois, et le mec, à la fin, il arrive à peine à le tenir. Et il est là, tu sens qu'il est bizarre avec le couteau. Hop, le truc est resté, quoi. Il y a une scène, pareil, où t'as des mecs qui marchent accidentellement sur un bouclier, ça fait un boucan infernal. Hop, la scène, hop, elle y est, mon pote. Bon, ce qu'il y a de bien quand même, c'est avec tous ces détails, c'est qu'on va quand même donner envie aux gens de voir Vercingétorix, c'est ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est surtout le truc, quand tu compares, parce que Brevard, c'est vraiment, en gros, le modèle. Il y a même un clin d'œil au début, quand Jules César présente aux Gaulois le fait qu'il va aller envahir la Britannie, et il dit « Ah, là-bas, c'est que des barbares qui se peinturent en bleu et qui hurlent comme des porcs. » Ah oui, ça c'était un clin d'œil direct. Je pense que c'est un clin d'œil à Brevard, ça, on peut voir ça comme J'y ai ça. pensé aussi, mais je me suis dit que c'était un truc historique en fait. Et voilà, et Brevard aussi, hein, c'est n'importe quoi historiquement. Ils n'avaient pas de kilt, il y a des trucs, le roi, enfin Non, mais si on va chercher la réalité historique, je pense qu'il y a plein d'erreurs dans Gladiator. De toute façon, les historiens se font un plaisir de voir ce genre de film pour en dénoncer justement les
Mais les inexactitudes. Le truc qui est fou, c'est qu'ils ont vendu ça comme en étant c'est authentique historiquement, alors que c'est pire qu'Astérix, quoi. Et la musique, on en parle un peu du cousin de Denis Chervet. Qui est une espèce de musac électro-bidule, techno. Une soupe d'ascenseur un peu. C'est fou, hein. Ouais. L'ouverture elle est très présente en plus. Oui, elle est très présente, et notamment lors d'une scène entre Christophe Lambert et Inès Sastre, qui se rapprochent de plus en plus, hein, les deux personnages. Pendant une fête, c'est peu après la victoire de Gergovie, on les voit tous les deux déambuler dans les rues de Gergovie pendant que tout le monde fait la fête. Et écoutez bien autour la merveilleuse musique de kermesse que nous a concoctée Pierre Charvet. On l'écoute. Est-ce que tu fais toujours confiance au chef des grands guerriers qui voulait que tu sois sa reine? Autrefois, j'ai dit oui. Petit garçon qui me l'avait proposé. Et maintenant? Je serais honoré que le roi des Arvernes me le demande. Ils font ça en dansant et on dirait c'est les sardines de Patrick Sébastien. Oui, c'est ça, c'est du Patrick Sébastien ou de Kazakh Choc ou une kermesse sur la côte basque. Enfin, je sais pas. Et à la fin, il y a une espèce de truc un peu à la Enya avec des voix et tout. Et ils aiment tellement le morceau qu'ils le mettent tout le temps à la fin, quoi. C'est la sidération permanente, en fait. C'est ça qui est. On en a traité des navets dans Ciné Crash depuis le début de cette émission, mais j'ai l'impression que même Terminus, dont on avait parlé l'année dernière, finalement, il y a plus de choses à sauver dans Terminus. Exactement. Oui, mais en fait, c'est marrant parce que tu parles de ça, parce que moi aussi, en préparant le film, à la fin, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement les mêmes problèmes qu'il y a dans Terminus. C'est un mec qui a eu les yeux, qui a une ambition, les yeux beaucoup plus gros que le ventre, et qui s'est perdu dans son film. Le Terminus, c'est pas un nanar, parce que c'est pas drôle, c'est raté. Il y a quelques passages un peu sidérants, mais le Vercingétorix, c'est sidérant tout le temps. Tout le temps. C'est ce qui est un peu fatigant d'ailleurs quand même. Cette sidération permanente presque 2 sur 2 heures, c'est lourd. J'ai en 3-4 fois, moi, il m'a posé un petit peu entre chaque. Oui. Parce que franchement, tu passes ton temps à te demander, de dire mais qu'est-ce que c'est que ça? On peut même pas dire, contrairement à certains des films qu'on a chroniqués dans Ciné Crash, que donc le film a été depuis réhabilité, qu'il a vieilli un peu comme un bon vin. Il a un mini culte, il a le culte du nanar français. Quoi. Oui. Voilà. Et c'est vraiment en tant que nanar, pas réhabilité. C'est pas réhabilitable en fait. Non, c'est impossible. C'est juste un tel naufrage permanent. Et ce qui est triste, c'est qu'il a vraiment coûté sa carrière, enfin, ou sa suite et fin de carrière à Jacques Dorfman, qui avait déjà une belle carrière derrière lui, mais il n'a plus jamais rien fait, ni en production, ni en réalisation, depuis Vercingétorix. Alors que ça n'a pas posé beaucoup de problèmes à Christophe Lambert, finalement. Non. Il a continué, c'était de pire en pire, mais il est revenu en France, maintenant il fait du Captain Marlowe. Il joue chez Claude Lelouch, il a joué dans Ave César des frères Cohen quand même. Il a une cote de malade, fait, ce mec-là, parce qu'il est sympa et tout. Il est toujours resté simple, manifestement, il est super sympa avec son public et tout, c'est un mec qui a quand même quelque part un bon esprit. Il a toujours une cote de sympathie, mais même ses ratages sont attachants, donc... Il en parle d'ailleurs assez ouvertement dans ses interviews, donc du coup on a l'impression qu'il est assez transparent et qu'il n'y a pas d'arrogance chez lui, quoi. Il y a juste une sorte de candeur, d'innocence. Il est là, son truc c'est qu'il va à fond, c'est kiffer les tournages, d'y aller à fond, de s'amuser et tout. Et encore une fois, Vercingétorix, c'est absolument pas son premier nanar. Non. Il a fait Beowulf avant, tourné en Roumanie, un truc complètement invraisemblable, qui est encore pire encore plus timbré que Vercingétorix. Mais plus crédible. Et c'est absolument grand critique de cinéma avec nous quand même, François-Xavier. Bravo. Même c'est Highlander 3 et 4 là, c'était le grand Fortress 2. Le Highlander 2 déjà est très mauvais aussi. Ouais, mais c'est un ratage. C'est une autre histoire, Highlander 2. Pour finir, est-ce que Vercingétorix a aussi mis un coup d'arrêt à une ambition de péplum à la française? Je ne sais pas si depuis 20 ans on a vu des projets aussi ambitieux. À part l'Astérix. Ouais, mais au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu notre gladiateur à nous, quoi, finalement. Je sais plus quand. Alors là, je veux. C'est vrai que je prends tout le monde un peu. Le Pacte des loups, je sais pas si c'est avant ou après. C'est sorti avant. Quelques jours avant. Quelques jours avant. Voilà. C'est sorti aussi en janvier 2001, le Pacte des loups. Donc voilà. Mais en l'occurrence, ça c'est réussi, quoi. Tu vois, pour le coup, le Pacte des loups, c'est une vraie œuvre de cinéma. Quoi qu'on puisse en dire, je suis pas non plus ultra fan du film, mais c'est beaucoup plus réussi, ambitieux, formellement. En termes de production. Et je pense pas qu'il devait y avoir beaucoup plus de thunes. C'est juste que t'as une vraie vision d'un mec derrière, quoi. Bien. Bon, alors désolé pour tous les gens impliqués dans Vercingétorix, mais bon. On n'est certainement pas les premiers à avoir un peu ricané sur le dos de ce film, qui est quand même un cas d'école dans le cinéma français.
Je vous invite à le découvrir éventuellement si vous ne l'avez pas vu, ce Vercingétorix, la légende du druide roi de Jacques Dorfman. Il est certainement disponible en DVD, Blu-ray. DVD, pardon. Blu-ray 4K chez Criterion. Avec une projection événementielle à venir, Max Linder, Panorama. Donc voilà, Ciné Crash, saison 3, épisode 2, c'est terminé. À moins que, messieurs, vous ayez une dernière chose à ajouter, une dernière sentence à ajouter sur le film. Les dieux sont tombés sur la tête des producteurs du film, c'est tout ce que j'ai à dire. Merveilleux. Ah là, il a mis la barre très haut. Moi je voulais parler de la participation du cinéaste Aldo Lado, mais cinéaste italien de thriller, qui avait aussi signé un nanar en son temps qui s'appelle L'Humanoïde avec l'acteur de Richard Kiel. Oui, Richard Kiel. Et oui, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il fait dans Vercingétorix? Il est superviseur sur la première équipe, donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. J'ai vu son nom au détour du générique, j'ai été assez surpris de le voir impliqué là-dedans. C'est une connexion ouf de Dorfman avec le mec et de Vera Belmont. Max von Sydow et Klaus Maria Brandauer quand même. C'était vraiment pas rien, quoi. Dorfman, c'était vraiment quelqu'un d'hyper important. Interviewer un jour Klaus Maria Brandauer, il est encore vivant. Je sais pas s'il est encore vivant. Bref, c'était une info fixe. Tiens, on a oublié cette rubrique info fixe. Dites donc, elle était là à la fin. Et oui, en régie, notre ami réalisateur Quentin, tu nous recontacteras. Consterné, Quentin. Bon, alors tu nous reconcocteras un jingle info fixe pour la prochaine. Bon, cette fois, c'est bel et bien fini pour Ciné Crash saison 3, épisode 2, qui était consacré à Vercingétorix, la légende du druide roi de Jacques Dorfman. On se retrouve dans un mois avec un film qu'on n'a pas encore choisi, mais on va peut-être essayer de remonter un petit peu le niveau. On va peut-être essayer d'aller en Amazonie avec des gens, des livreurs, tout ça, dans des camions. Ça se tente, ça, non? C'est quoi ça? Avec un cinéaste américain, peut-être, et un remake d'un film français d'Henri-Georges Clouzot. Ça, en Amazonie avec des camions. Avec Bruno Kremer. Oui, d'accord. Ah oui, bien sûr, Sorcerer. Le mec, c'est un de ses films préférés. Au bout de 37 indices. Je pensais à Surfroide, moi aussi, d'Hitchcock, tu vois. Donc, oui, qui se passe en Amazonie avec des camions. Donc. Non, je veux dire, avant que tu fasses cette proposition, alors, puisqu'il faut tout t'expliquer, voilà. Oh là, putain, qu'est-ce qu'on rame. Je voulais dire, avant que tu fasses ta proposition, je me disais qu'on aurait pu éventuellement proposer de faire pour le prochain Ciné Crash Surfroide d'Hitchcock. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va appeler les gens à voter pour le prochain Ciné Crash. Nouveau dispositif dans l'émission. Si on fait Surfroide, le pauvre Quentin va falloir le préparer. C'est 3 heures de podcast, parce qu'il y a 300 000 trucs à dire sur ce film. Non, il déconne bien sûr. Reste là. Donc, soit Surfroide d'Hitchcock, soit Sorcerer, le convoi de la peur de William Friedkin. Sur ce, on vous dit au revoir. Merci, messieurs. Bye. À bientôt. Merci à tous et à dans un mois. Ciné Crash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Et c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.